Bonjour, bienvenue, c'est la page culture que nous vous proposons maintenant, c'est le Culture Mag. Dans ce journal, nous allons revenir sur la mort de Cornelius Gurlitt, l'ambigu collectionneur d'art. L'homme du trésor nazi est mort mardi à Munich, il avait 81 ans. Au sommaire également, la photo politique, la photo engagée, la photo militante. Nous recevons l'un des plus grands artistes israéliens, Alex Livak. Depuis plus de 40 ans, il montre avec constance dans le journal Haaretz les ambiguïtés, aussi les failles de son pays. Nous irons en Algérie. L'amour du rail est en train de faire des ravages chez les artistes. Les copies illégales pullulent et le gouvernement a décidé de prendre l'affaire en main. Et puis enfin, nous vous ferons découvrir en avant-première les images d'un documentaire sur l'affaire Ilan Halimi. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. C'est peut-être l'un des plus grands mystères de ce siècle qui vient de mourir en emportant avec lui ses secrets. Cornelius Gurlitt, l'homme du trésor nazi, spolié ou pas spolié, est mort mardi à Munich. Il avait 81 ans. Retour sur une énigme avec Sandy Fortis. Il y a un an, il était encore inconnu du public. Hier, son décès a fait la une des journaux du monde entier. Cornelius Gurlitt est décédé à l'âge de 81 ans. Collectionneur d'art, il était en possession de 1406 œuvres d'art, la plupart spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des tableaux de Chagall, Matisse, Picasso, qui avaient été découverts en 2012 dans son appartement de Munich. L'affaire n'avait été révélée au public qu'en novembre 2013 et avait fait grand bruit. Elle avait notamment relancé le débat sur la restitution des œuvres dérobées aux Juifs sous le Troisième Reich. Cornelius Gurlitt n'avait pas acquis ses toiles, il en avait hérité de son père, Hildebrand Gurlitt, célèbre galeriste et marchand d'art chargé, entre autres par Hitler, de constituer son musée. Parmi les nombreuses pièces trouvées dans l'appartement de Cornelius Gurlitt, il en reste plus de 500 dont on ne connaît toujours pas l'origine. Des centaines de familles des quatre coins du monde sont toujours dans l'attente. Objectif, récupérer les biens volés. Gurlitt a toujours clamé son innocence, affirmant qu'il avait ses trésors en toute légalité. Cependant, il avait récemment conclu un accord avec le gouvernement allemand pour restituer certaines peintures. Les ayants droit ont un an pour prouver que leurs ascendants étaient bien les propriétaires spoliés. Avec le décès du collectionneur, le mystère Gurlitt reste entier. Reste à savoir ce que vont devenir les toiles entreposées. Retour sur image encore avec vous, Alex Livak. Merci, nous sommes avec vous. Vous êtes, si ce n'est l'un des plus grands photographes israéliens, le plus aimé, le plus critiqué aussi du pays. Merci beaucoup. Je vais vous présenter brièvement. Vous êtes né en 1944 à Tel Aviv. Vous avez étudié la philo, vous avez étudié la psycho, vous avez vécu à Londres, vous avez vécu au Brésil, en France, en Angleterre. Alors, on ne sait pas bien si vous êtes content ou pas. Mais en tout cas, vous vivez en Israël et vous travaillez entre autres pour le journal Haaretz. Et vous montrez infatigablement ce qui fait à la fois la dinguerie de ce pays et en même temps ses failles morales. Alex Livak, je voudrais savoir si vous avez l'impression de dénoncer parfois des choses dans le vide. Est-ce que les images ont encore un pouvoir ? J'espère que oui, car un photographe qui n'aurait pas d'ordre du jour social, socio-économique, politique, c'est peut-être un bon photographe, mais sans aucune signification, sans aucun sens. Donc vous pensez vraiment que la politique est importante. Vous participez la semaine prochaine à Jaffa, Alex Livak, c'est en Israël, Jaffa, à une exposition qui va faire parler d'elle. Le titre, c'est La guerre du point de vue des victimes. C'est organisé par l'ambassade de Suisse, par la Croix-Rouge, par l'UNRWA. Et vous allez être avec des membres des associations comme B'Tselem, Breaking the Silence. Ce sont des associations très à gauche en Israël. Je voudrais savoir qui vient à ce genre d'exposition. Est-ce que ce sont des Israéliens juifs, des Israéliens musulmans, des touristes en mal de conflit israélo-palestinien ? C'est une question très intéressante, car à mon grand regret en Israël, je redoute que ceux qui viendront à cette exposition seront seulement de la gauche israélienne. Cette exposition nous touche à tous, car aujourd'hui, nous ne sommes pas les victimes, mais nous avons déjà été victimes d'un conflit. Il peut y avoir un renversement et les victimes on doit comprendre comment vivent les victimes. Les choses ne sont pas statiques dans le monde. Ça, c'est sûr. Infatigablement, avec votre complice, Gideon Levy, qui est un éditorialiste du journal Haaretz, vous dénoncez des injustices faites sur les Israéliens arabes. Est-ce que vous regrettez parfois de ne pas pouvoir travailler dans les pays arabes et de ne pas pouvoir montrer votre travail dans les pays arabes ?
Oui, bien sûr, tout cela est regrettable. Mais d'un autre côté, je crois que nous montrons le monde arabe par le biais de nos propres yeux de quelle manière les Israéliens conçoivent l'injustice, l'occupation. Aujourd'hui, les Israéliens feignent de l'ignorer. Amir Haas, Gideon Levy et moi-même, nous sommes les 3 Israéliens qui nous intéressons à ce qui se passe au sein du peuple qui vit à nos côtés. Et personne ne veut le voir, mais c'est dommage. C'est dommage que cette exposition ne s'adresse qu'à une certaine frange de la population israélienne. Alors oui, enfin en même temps, vous avez la possibilité de le faire et puis vous êtes suivi, vous êtes dans un journal prestigieux, connu et reconnu internationalement. Alex Livak, vous avez notamment, entre autres dans votre carrière extraordinaire, signé cette fameuse photo du bus 300. C'est la photo qui a marqué votre carrière, avez-vous dit. C'est une photo qui montre un terroriste qui... des terroristes qui avaient posé une bombe dans le bus et on a appris par la suite qu'ils avaient été abattus par le Shin Bet et après l'attentat et non pas pendant l'événement. Est-ce que cette photo a été un tournant dans votre carrière et un tournant dans la lecture politique du pays ? Oui, je crois que ce fut un tournant. J'y pense souvent parce que tout cela s'est passé très vite. Je travaillais alors dans un journal qui s'appelait Hadashot et qui venait d'ouvrir, qui venait de publier. Et ce fut une photo, la photo la plus significative de mes 30 ans de carrière. D'un autre côté, cette histoire... Plus qu'elle ne fut l'histoire d'un terroriste qui a été tué sans procès, un terroriste qui a été tué de sang-froid. Mais cela a transformé les services de sécurité, les institutions sécuritaires israéliennes. Ça a fait d'elles des vaches beaucoup moins sacrées qu'autrefois. Aujourd'hui, on peut les critiquer. De ce point de vue, la photo a changé quelque chose dans l'inconscient collectif des Israéliens. Et on a pu le voir ça dans le documentaire de Gatekeeper. On va passer à des choses un tout petit peu plus légères. Alex Livak, vous montrez dans le Haaretz des petites choses vues comme ça en Israël, qui sont souvent cocasses, humoristiques. Vous faites comment? Vous avez toujours votre appareil avec vous? Vous promenez nez au vent? Non, je ne me promène pas avec mon appareil photo en bandoulière, mais sur la poitrine, ce qui me permet d'être toujours prêt à prendre la photo. Évidemment, aux côtés des photographies politiques, en tant que photographe israélien, mon rôle est évidemment de m'occuper des Palestiniens, mais ce n'est pas l'essentiel de mon travail. L'essentiel de mon travail, c'est notre autoportrait, l'autoportrait des Israéliens. Et je crois qu'il faut beaucoup d'humour. Je crois qu'il faut toujours voir les photos sans pour autant les commenter. Ce n'est pas des mathématiques, la photo. Chaque observateur a le droit d'interpréter la photo telle qu'il l'entend, avec beaucoup d'humour, sinon personne ne le regarderait. Merci beaucoup Alex Livak. On a vraiment le sentiment que vous ne pourriez pas faire ces photos ailleurs qu'en Israël. Je rappelle votre exposition à Jaffa la semaine prochaine, la guerre vue sous l'angle des victimes. Alex Livak qui a reçu de nombreux prix en Israël. Merci beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous. On va parler encore d'images tout à l'heure en recevant le producteur Georges Benayoun. Merci à vous. Il réalise pour la chaîne française France 3 un doc sur l'assassinat d'Ilan Halimi. Mais tout de suite, c'est l'agenda des expositions. L'exposition Irving Penn Résonance présente 130 photographies du très grand photographe de mode américain. À l'affiche, des portraits de célébrités du monde de la peinture, du cinéma et de la littérature, ou des images très peu connues voisinent avec les pièces les plus iconiques de son œuvre. Expo à ne pas rater, rendez-vous au Palazzo Grassi à Venise jusqu'au 31 décembre. La bande dessinée à l'honneur à la British Library, la plus grande exposition du genre au Royaume-Uni, retrace l'histoire du pays en images en abordant plusieurs thèmes comme la politique, la violence et la sexualité. Les moins de 16 ans sont priés de venir accompagner pour découvrir les dessins originaux, exemplaires inédits et autres objets du monde de la BD. Comics Unmaxed, Art and Anarchy in the UK, c'est jusqu'au 19 août.
Une exposition online de l'artiste polonaise Jezekiel David Kirsenbaum peut être aperçue sur le site de la fondation JD Kirsenbaum. Dans cette nouvelle exposition, nous pourrons apercevoir des œuvres de l'artiste d'avant et après la Deuxième Guerre mondiale, y compris de nombreuses œuvres qui n'ont jamais été exposées. Les œuvres de l'artiste, décédé en 1954, appartiennent de nos jours aux collections nationales et privées de la France, d'Israël, la Hollande, la Pologne et la Suisse. En France, le film 24 jours d'Alexandre Arcadi ne dépasse pas les 50 000 entrées. Il devrait être retiré de la programmation. En marge de ce film, un documentaire sur l'assassinat d'Ilan Halimi est en préparation. Il devrait passer sur France 3. Nous sommes en ligne avec son producteur et réalisateur, Georges Benayoun. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est quoi un doc sur l'affaire Halimi ? C'est un doc qui revient 8 ans après sur l'affaire. Donc, il n'est pas un doc sur l'enquête elle-même, mais sur... une réflexion à partir de l'idée que j'ai eue, enfin pas l'idée, le sentiment que j'ai eu de cette douleur absolue qui pouvait traverser la société française dès lors qu'on parlait d'antisémitisme tout simplement, mais et là en l'occurrence, pourquoi une telle douleur dès lors qu'on disait que c'était un crime antisémite, pourquoi tout ça? Alors, donc, je commence à travailler là-dessus. Voilà. Donc, Georges Benayoun, quelles sont les difficultés à faire un documentaire sur cette épouvantable affaire, des faits que l'on ne sache déjà? Est-ce que vous voulez dénoncer quelque chose en particulier? Non, je fais un travail de réflexion. Je n'ai pas à dénoncer. C'est pas mon. Moi, l'idée, c'est de fournir un certain nombre d'éléments aux spectateurs, aux téléspectateurs en l'occurrence, et qu'après chacun se fasse son idée. Évidemment, j'essaie de trouver les causes de ce trauma et pourquoi la société française a été atteinte à ce point par cette affaire. Atteinte dans le silence et atteinte aussi dans l'expression très forte que la communauté juive a eue à ce moment-là. Alors, oui, pardon, je vous coupe, mais justement, Georges Benayoun, mais c'est ma dernière question. Vous dites une histoire française, c'est un très bon titre. C'est une nécessité pour vous d'en faire une affaire nationale et dans le fond, pas une affaire communautaire? Moi, j'en fais pas une affaire. C'est pas l'idée d'en faire une affaire française. C'est en fait, le titre vient selon moi, vient du fait qu'on n'a pas résolu tous les intervenants, beaucoup d'intervenants dans ce film mettent en avant le fait qu'on doit remonter à 70 ans en arrière, c'est-à-dire à la collaboration, au fait que la France s'est donnée aux Allemands et qu'on a écrit le mythe français résistant alors que il n'est pas tout à fait avéré, et on a mis un couvercle sur cette histoire, et que dès qu'il y a le crime antisémite, la douleur antisémite qui ressort, c'est juste insupportable pour les générations qui aujourd'hui ont fait la France depuis 70 ans. Voilà. Merci beaucoup Georges Benayoun. À voir donc très bientôt sur France 3 l'assassinat d'Ilan Halimi, une histoire française. Direction l'Algérie et les pirates. Le gouvernement veut faire la chasse aux copies qui pullulent aux quatre coins de la ville. Et c'est le récit de Marco Stellman avec Sandy Fortis. Les rues d'Alger et de toutes les petites villes d'Algérie pullulent de petits vendeurs qui écoulent tranquillement à prix dérisoire les derniers films et CD à peine sortis sur le marché international. Le raï, cette musique qui représente en Algérie ce que le reggae représente en Jamaïque, se nourrit des influences du rock, de la techno et même du reggae, un son qui a énormément de succès internationalement, mais les pirates s'emparent et revendent cette musique au marché noir, tout en mettant les producteurs et les artistes en difficulté. Cette musique rythmée à l'origine bédouine a fait un tabac dans les années 80 avec des stars comme Khaled, ou encore plus tard avec Cheb Mami ou Faudel. Ce sont ces stars-là qui sont actuellement victimes à Alger, là où le piratage a atteint des proportions telles que les maisons d'édition rechignent à produire les artistes, convaincus que le produit sera copié et vendu pour l'équivalent d'1 € avant même sa sortie officielle sur le marché. Dans le cadre d'une campagne de lutte contre le piratage en Algérie, la police a détruit en quelques semaines seulement plus d'1,5 million de disques pirates. Khaled s'est réjoui des opérations, observant que ses albums représentent une grande partie de ces millions de produits détruits récemment.
L'ex-roi du rail qui a vendu plus de 10 millions d'albums dans le monde ne produit pas en Algérie. Pourtant, ses albums s'y vendent comme des petits pains, dont le dernier d'entre eux, C'est la vie, sorti en 2012. Il faut pourtant rappeler que vu le niveau de vie en Algérie, le prix du CD en fait un peu un objet de luxe, alors que certains les téléchargent gratuitement. Là au moins, ils payent la somme minimale d'1 €. Voilà, c'est la fin de cette page culture. Merci beaucoup. À demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci de votre fidélité.